Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. Jean-Marc Ayrault de retour devant le bureau national du PS où il a l'intention de venir régulièrement exposer sa politique. Première annonce ce soir, des consultations avec tous les groupes parlementaires pour relancer le droit de vote des étrangers aux élections locales. Virgin, Sanofi, Goodyear, mobilisation des salariés confrontés aux plans sociaux, alors que la justice suspend la restructuration de PSA pour défaut d'information. Enquête choc sur un Qatargate, sur l'attribution du mondial de foot 2022, une enquête de France Football, soupçon de corruption et d'arrangement dénoncé par le magazine du football. Et nous ouvrirons le débat tout à l'heure dans le 19 h avec le journaliste Gilles Verdez, auteur d'une enquête sur l'argent du PSG, et puis le sénateur PS Dominique Bailly. Au programme également ce soir une confrontation gauche forte, droite forte. La PS Patricia Schillinger face à l'UMP Geoffroy Didier. Il n'était pas venu au bureau national du PS depuis son entrée à Matignon. Jean-Marc Ayrault est donc venu exposer devant ses camarades socialistes ses priorités, alors qu'on lui prête donc l'intention de relancer le droit de vote des étrangers aux élections locales par une vaste consultation auprès des partis politiques. Ruth Sulferino, nous retrouvons pour Public Sénat Michael Zamès. Michael. C'est une première mais pas une dernière. Jean-Marc Ayrault a dit qu'il reviendrait régulièrement. Il faut comprendre tant que cela sera nécessaire. Il faut dire qu'au Parti Socialiste, ils sont nombreux à dire qu'on en a oublié les promesses de campagne. L'opération du jour pour le Premier ministre était donc de rassurer ses troupes, mais aussi de reprendre la main. Donc on a sorti du chapeau la dernière promesse que l'on pensait enterrer, celle du droit de vote des étrangers aux élections locales. Écoutez Jean-Marc Ayrault. On a un souci de rassemblement pour créer les conditions d'une majorité large. Je fais ces consultations et je vais vérifier, y compris sur le droit de vote des étrangers, mais aussi sur d'autres sujets. Et quand j'aurai terminé mes consultations, je pourrai faire l'état des lieux et discuter avec le président de la République ce qui fait rassemblement et ce qui ne le fait pas. Alors cette annonce a satisfait une partie du Parti Socialiste, même si certains disent déjà que les 3/5, que cette majorité, ce sera impossible. D'où l'échec de ce texte sur le droit de vote des étrangers. Mais au moins, disent-ils, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas essayé. Merci Michael Zamès. Et par ailleurs, Jean-Marc Ayrault a fait aujourd'hui le pari qu'un jour le mariage gay sera jugé comme une avancée par la droite. Les débats ont donc été lancés cet après-midi à l'Assemblée nationale. Une petite victoire pour la CGT de Peugeot Citroën. La justice ordonne la suspension du plan de restructuration de PSA qui concerne plus de 8000 postes en France. Le syndicat de plusieurs sites de la filiale Faurecia avait assigné le constructeur pour ne pas avoir suffisamment informé le personnel. La direction de PSA explique ce soir que cet arrêt n'aura pas de portée car seule la phase de négociation est ouverte pour l'heure. Salariés de Peugeot Citroën, mais aussi de Virgin, Sanofi, Goodyear, d'autres entreprises confrontées à des plans sociaux encore se sont retrouvés dans la rue aujourd'hui à Paris pour réclamer la loi évoquée durant la campagne contre les licenciements abusifs. Reportage de Marie Brémaud et Camilla Campusano. Un AK pour établir un peu plus encore un rapport de force avec leurs patrons. Goodyear, Sanofi, Faurecia, Sony, Fnac et tant d'autres grands groupes qui licencient. Face aux plans sociaux, l'heure est au rassemblement. On s'est mis en relation avec différentes entreprises. On a rencontré les Goodyear, les Valeo, les Bigard. Dernièrement, les Sanofi, les PSA, les Ford. Parce qu'on se rend compte que c'est les salariés qui doivent prendre le pouvoir et qui doivent faire changer les choses. Les manifestants réclament une loi contre les licenciements boursiers car ces entreprises licencient malgré d'importants bénéfices. Les moyens dont ils disposent sont colossaux et que les vrais objectifs de leur restructuration, c'est pas de sauver, soi-disant, ces multinationales de la faillite ne les menace nullement, c'est de faire encore plus de profit. Dans la petite foule de manifestants, quelques politiques d'extrême gauche. Mais les salariés ont pour beaucoup voté François Hollande il y a un peu moins d'1 an. Aujourd'hui, ils expriment leur colère et leur désillusion. Entre les accords qui ont été signés il y a 10 jours et cette loi qu'il avait mis pourtant qu'il nous avait annoncé pendant sa campagne électorale, non seulement il ne tient pas ses promesses, mais en plus il fait signer des choses qui sont ineptes, donc qui vont déstructurer le code du travail.
Oui, je ne m'y reconnais plus du tout là-dedans, mais plus du tout. Le Front de gauche déposera dans une dizaine de jours un texte interdisant les licenciements boursiers, et ce au motif économique douteux. Il faudra alors au gouvernement clarifier sa position. La loi peut donc contraindre les entreprises qui licencient. C'est la position du coprésident du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui était l'invité de Preuve par 3 juste avant ce journal. On l'écoute, il parie sur un échec du gouvernement en raison de sa politique néolibérale, dit-il. Bien sûr, cette politique ne peut pas marcher, Monsieur Grossior. Mais je vous le dis clairement, elle n'a marché nulle part. Pourquoi est-ce qu'elle marcherait ici ? Elle ne marchera pas. C'est bien. Je ne mise pas. Si vous voulez, c'est là que la discussion avec les socialistes est remplie d'un cynisme inacceptable. Ils disent vous misez sur l'échec, mais pas du tout. Je le redoute. Je passe mon temps à éviter cet échec en faisant des propositions. Mais c'est absolument certain. Vous n'allez quand même pas me parler d'une réussite quand le chef de l'État lui-même dit qu'il va y avoir 300 000 chômeurs de plus. Quand à peine l'accord MEDEF est-il signé, que Renault s'en sert comme d'un pistolet sur la tempe des salariés de l'entreprise. Tout de même. Ou alors les mots n'ont plus de sens. Jean-Luc Mélenchon dans Preuve par 3 à retrouver sur République Sénat à 22h45. La question du nouvelobs.com aujourd'hui. Faut-il interdire les licenciements boursiers ou non justifiés sur le plan économique? Vous avez dit oui à 51%, non à 44%. La réforme du statut de l'élu en débat aujourd'hui au Sénat avec comme objectif de faciliter l'exercice d'un mandat électif, notamment dans les petites communes. Une mission difficile à concilier avec la poursuite d'une activité salariée. Exemple d'un maire des Yvelines avec Cécile Sixou. Est-ce que ça vous intéresse pour faire les panneaux comme on avait dit? Des panneaux suspendus à la cantine? C'est le rituel. Chaque jour, Jean-Bernard Hetzel, le maire de Basemont dans les Yvelines, fait le point avec ses collaborateurs sur les projets de sa commune de 1500 habitants. Adjoint depuis 1995, il a été élu en 2011. Prof de PS en parallèle, il a depuis peu réduit son activité professionnelle, histoire de concilier les deux. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de... ce qu'il y a, c'est que ça devient de plus en plus pointu avec les textes qui changent. Signer les permis de construire, écouter les habitants, mettre en place le budget. Jean-Bernard a de quoi faire, d'autant plus que récemment, sa ville a intégré l'intercommunalité. Ce matin, avec 11 communes voisines, ils se réunissent pour parler budget. Et pour nous, ça fait une surcharge de travail. En plus, moi, j'ai mon responsable financier qui est à out, donc je suis obligé en tant que maire de m'impliquer encore plus là-dedans. Surchargé aussi le maire de la commune voisine, qui lui s'adapte avec son temps de travail. J'ai droit à un tiers, en gros, de mon temps de travail en absence. J'évite de trop le prendre, je m'adapte, j'en prends régulièrement, mais bon, ça a un coût. Si la loi prévoit de revaloriser le statut des maires des petites communes, Jean-Bernard n'est pas contre, mais il s'inquiète du poids d'une telle réforme pour les finances de sa ville. L'attribution pour l'édition de 2022 de la Coupe du Monde de foot au Qatar donne-t-elle matière à scandale? France Football dénonce cette semaine un Qatargate, soupçon de petits arrangements tarifés jusqu'à la corruption. On en parle avec nos invités, mais d'abord les éléments du dossier tels qu'ils ressortent dans la dernière livraison de ce magazine avec Jérôme Rabier. Michel Platini, Nicolas Sarkozy, Zinedine Zidane et une bonne partie de la Fédération internationale de foot, la FIFA. L'enquête de France Football épargne peu de personnes du monde politique et du ballon rond. Pour le magazine sportif, il faut revenir sur l'attribution au Qatar de la Coupe du Monde 2022, en cause de forts soupçons de corruption, en plus d'un lobbying forcené. Le billet hebdomadaire cite notamment un mail du secrétaire général de la FIFA, le français Jérôme Valqueux, qui écrivait « Ils ont acheté la Coupe du Monde 2022 ». S'il a ensuite plaidé la méprise et un ton léger, pas sûr que cela suffise à faire taire les rumeurs de corruption. Un autre événement est relayé par le magazine, une rencontre secrète qui a eu lieu en 2010 à l'Elysée. Étaient présents Nicolas Sarkozy, le président de l'UEFA, Michel Platini, le prince du Qatar et un ancien actionnaire du PSG. Le journal évoque un échange de bons procédés. Contre le vote favorable de Michel Platini, le Qatar s'engageait notamment à investir au PSG et à créer la chaîne beIN Sport pour concurrencer Canal+. Un arrangement qui n'a jamais eu lieu pour l'ancien numéro 10 de l'équipe de France qui assure avoir fait son choix en toute indépendance. Seule chose certaine, le Qatar a usé d'un lobbying hyper actif pour obtenir cet événement majeur. De nombreuses stars avaient notamment été engagées. La somme de 11 millions d'euros pour Zinedine Zidane avait été évoquée mais démentie formellement par l'intéressé.
Avec nous, donc, le journaliste bien connu de tous les amoureux du foot, Gilles Verdez. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Vous êtes l'auteur de ce livre, Le PSG, le Qatar et l'argent, l'enquête interdite. Et puis avec nous également le sénateur PS du Nord, Dominique Bailly. Bonsoir. Vous êtes membre du groupe d'études sur les pratiques sportives. Hein. Tout cela vous a passionné. Oui, sur l'éthique sportive. Oui. Ce qu'on avance là aujourd'hui sur l'attribution de ce mondial. Hein. Bon, alors, la première question, on se demande où est vraiment la frontière entre un lobbying actif que chaque pays pratique à chaque fois hein, pour décrocher une compétition sportive et puis bon certains arrangements. Je ne sais pas si le mot corruption peut être utilisé. Gilles Verdez, où est la limite? Ce qui est sûr, c'est que pour avoir l'organisation d'une telle compétition, vous êtes obligé de vous assurer par avance, de séduire, de plaire et de vous assurer par avance de la réussite. Moi, je suis persuadé que le Qatar a gagné la Coupe du Monde avant l'élection. J'en suis sûr. Après, y a-t-il... Comment avec quel procédé alors, comme ça, sur leur bonne mine? Sur de l'entrisme, sur de l'influence, sur des jeux de pouvoir, parce qu'on parle sur de pas du tout de sport. Mais l'argent du Qatar, quand des unes de journaux sont le Qatar achète la France, le Qatar achète les Champs-Élysées, le Qatar achète notre industrie, le Qatar achète notre hôtellerie. Donc à un moment, c'est sûr que l'intérêt de la France, c'est aussi de plaire au Qatar. Donc ils sont tellement riches, ils ont tellement d'argent que par nature et essence, on ne peut pas leur dire non. C'est difficile. Alors, Monsieur Bailly, est-ce que ça nous éloigne des pratiques sportives? Écoutez, dans toute compétition, il faut des règles, même lorsqu'on attribue l'organisation d'une Coupe du Monde. Bien sûr que le Qatar, et on le sait depuis des années, a la volonté forte de s'impliquer dans le sport. Il n'y a pas d'histoire de sport au Qatar, de football encore moins. C'est une décision politique. Alors c'est vrai que l'argent, effectivement, doit et peut accompagner une compétition, c'est pas choquant. Le tout, c'est que cela se fasse dans des règles d'attribution normales. C'est la question que vous évoquiez à l'instant. S'il y a corruption ou pas. Alors c'est vrai que dès l'attribution, il y a eu des soupçons, il y a eu des interrogations par rapport à ce que j'évoquais. Il n'y a pas de tradition. Aller jouer au foot en plein été avec des stades climatisés, oui, ça pose quelques questions. Évidemment, il fera 40 degrés normalement. Alors ça va être compliqué. Sauf si on décale un petit peu la compétition, hein, un peu plus tard vers l'automne. Oui, alors maintenant on évoque, Michel Platini évoque peut-être l'organisation de la Coupe du Monde en hiver. Bon bref, mais tout ça, je crois qu'il faut que l'instance internationale, la FIFA, puisse répondre rapidement à ces interrogations fortes. Est-ce qu'il y a eu corruption? Est-ce qu'il y a eu là où on est aujourd'hui, on n'en sait rien. C'est des affirmations journalistiques. Si tout cela est vérifié, effectivement, ça va poser un problème. Le problème d'aujourd'hui, c'est que vous avez des instances comme le CIO, Comité international olympique, ou la FIFA, qui attribuent des événements considérable. Pour une ville, avoir les Jeux Olympiques, ça change l'économie d'une ville et d'un pays pour des dizaines d'années. Une Coupe du Monde, ça modifie l'équilibre d'un pays. On avait vu le dépit de Paris quand Londres a battu la France. Bon, eh bien, le problème, c'est que vous avez quelques dizaines de personnes, souvent des caciques installés là ad vitam aeternam, voilà, depuis très longtemps, qui ont entre leurs mains la voix coûte cher. Mais un pouvoir décisionnaire délirant. En ces temps où les gens réclament à juste titre de la transparence et une démocratie totalement ouverte. Pourquoi on parle du Qatar et pas de la Russie en 2018, où là, il y a quand même de fortes interrogations également? On parle du Qatar parce que le Qatar est un sujet éminemment sensible. Vous voulez ma conviction? Oui. Si j'ai eu des infos, enfin ma conviction et mes infos, si j'ai eu des choses dans ce bouquin, si France Football sort avec ce dossier, c'est parce que Nicolas Sarkozy n'est plus président de la République. Parce que tout ça, vous le disiez, monsieur le sénateur, est totalement politique. Ce qui se passe, c'est que le Qatar a été au centre de l'échiquier politique mondial. Il y a eu une alternance à l'Élysée, monsieur le sénateur socialiste, on a toujours de très très bonnes relations avec le Qatar. Ah bah écoutez, ce matin j'étais en séance et j'ai questionné le gouvernement sur la mise en place d'un fonds franco-qatari pour aider justement nos PME, PMI. D'ailleurs c'est la première fois. Vous êtes favorable. C'est la première fois que le Qatar va s'impliquer dans une mission que je vais qualifier de service public. Encore faut-il que ce soit, et le sens de mon interrogation ce matin, c'était la gouvernance, dans la transparence. Ce qui manque aujourd'hui, je crois, dans les questions footballistiques, c'est cette transparence. Et donc ça génère des doutes, ça génère des suspicions. Avant, quand même, vous aviez le Qatar très proche de Nicolas Sarkozy. François Hollande rééquilibre notre politique en se rapprochant de l'Arabie Saoudite. Pour le Qatar, le football, ce n'est rien, mais c'est tout, c'est vital, c'est sa diplomatie, c'est son rayonnement. C'est un moyen de dire, nous sommes un petit pays, c'est grand comme la Corse. Mais en achetant vos clubs, en étant chez vous,
Le jour où nous serons éventuellement attaqués, parce que le traumatisme du Qatar, c'est d'être comme le Koweït en 90. Le jour où nous serons attaqués par notre rayonnement, vous viendrez nous défendre. Donc ça, c'est l'ambition secrète que vous expliquez dans votre livre. Mais maintenant, il y a des doutes qui ont été exprimés publiquement sur le soutien du Qatar à certains mouvements djihadistes. Il y a des interrogations. Et de mon point de vue, le rééquilibrage des relations de la France avec d'autres pays en ce moment fait que le Qatar est un tout petit peu moins inatteignable qu'il a été, et des gens se mettent à parler. Est-ce que c'est le football qui a perverti le Qatar, ou est-ce que c'est le Qatar qui a pu pervertir un système qui existait déjà, vous le dites, avec tant d'argent? Pour moi, le Qatar, hélas, si jamais il a perverti le football, n'a pas le monopole de la perversion. Non, je pense que c'est l'argent, l'influence dans l'argent dans le monde sportif. C'est pour ça qu'effectivement, la puissance publique doit toujours être vigilante pour encadrer, que l'argent fasse partie, soit un maillon d'un dispositif sportif, oui, mais encore une fois, à sa place, rien qu'à sa place. Les compétitions ne doivent pas être dénaturées justement par l'argent, et les dirigeants non plus. Combien sont-ils à décider justement du pays organisateur du mondial? Vous le disiez il y a un instant, Gilles Verdez, dans le comité. C'est président de fédération. Vous parliez du Qatar, au Qatar? Non, pour l'organisation, l'attribution du mondial. Ah, il y a quelques dizaines de personnes. Quelques dizaines. Et donc parmi eux, il y a Michel Platini. Il a réagi ce soir à l'enquête de France Foot et dit « Je suis un homme libre. Jamais Nicolas Sarkozy ne m'a demandé quoi que ce soit d'orienter mon vote, puisque initialement il voulait se prononcer pour les États-Unis. Et il dit par ailleurs « J'ai voulu favoriser un pays qui n'avait pas encore organisé de grands événements sportifs. » Alors, il dit qu'il n'a pas voté sous influence. Alors, ce qui est sûr, c'est que Platini l'a reconnu, il y a quelques mois, il a dit Sarkozy m'avait demandé de voter pour le Qatar en disant ce serait une bonne chose. Ça, il l'a reconnu, Platini. Ce serait une bonne chose que vous votiez pour le Qatar. Voilà. Ça, c'est avéré. Ah, d'accord. Ça, il l'avait dit. Ah, ouais. Après, le problème, c'est ça, ok, mais est-ce qu'en échange de ça, il y a eu un jeu d'influence qui s'est exercé? Je n'en ai pas les preuves. Mais c'est vrai que dans le contexte, là, on peut se poser des questions. Personnellement, je vous le dis franchement, je n'ai pas de doute sur l'intégrité de Michel Platini. Voilà. D'accord. Que peut faire le législateur face à ce genre de révélations et de nouvelles pratiques? Écoutez, j'ai envie de dire politico-footballistiques. C'est que la puissance publique soit toujours au rendez-vous pour encadrer et que la transparence soit au rendez-vous. On parle de l'attribution, on parle des organismes internationaux. Je crois qu'il faut être vigilant parce que, effectivement, vous l'avez bien signalé, l'argent, connaissant la nature humaine, il peut y avoir toujours corruption. Il peut toujours y avoir suspicion. Et il faut que les règles soient claires, établies, et qu'il puisse y avoir aussi une réactivité mais forte lorsqu'il y a des suspicions. On l'a bien vu au niveau des Jeux Olympiques. Si je prends la boxe, on voit bien qu'il y a eu des juges qui ont été corrompus. Donc il faut très rapidement pouvoir avoir des réponses des instances nationales et de la FIFA en particulier. On parle des pontes du football, donc qui peuvent être tentés par certaines compromissions. Est-ce que ça peut pas être le cas de certains politiques quand un pays annonce un investissement massif, comme c'est le cas du Qatar chez nous? Oui, enfin, il y a toujours effectivement ces interrogations. Non, mais vous avez raison, on est toujours dans le questionnement. Et c'est pourquoi il faut aller au fond du dossier et toujours avoir cette transparence que j'évoquais à l'instant. Sinon, à partir du moment où il y a doute, vous savez, on voit bien que l'opinion publique réagit, comme ce matin avec les déclarations de France Football. Donc Platini a réagi. Moi, j'attends aussi que les instances internationales réagissent et donnent des informations précises. Alors, un exercice de transparence, en tout cas en librairie, le PSG, le Qatar et l'argent. L'enquête interdite de Gilles Verdez et Arnaud Herman. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce journal. Dernière page qui va voir se confronter la gauche forte à la droite forte pour faire pièce à la seconde, mais pas seulement la première. Donc la gauche forte a vu le jour. Explication de Faustine Saint-Geniès sur la multiplication des courants à gauche. Gauche durable, gauche populaire, gauche avenir. La famille des courants socialistes s'agrandit sans cesse. Dernière en date, la gauche forte qui veut apporter une riposte à la droite. À chacun son domaine de prédilection. Pour François Calfon, l'un des initiateurs de la gauche populaire, ces courants, lorsqu'ils reposent sur de vraies réflexions, viennent enrichir le débat. Le foisonnement que nous constatons aujourd'hui, dès lors qu'il est sincère, dès lors qu'il s'agit de courants de pensée et pas simplement d'arrière-pensée, ce qui peut arriver, eh bien il doit, comme ça, converger vers un parti socialiste qui sait faire une synthèse politique dynamique pour proposer des solutions au gouvernement.
Il y a une dizaine d'années, les grands débats d'idées du parti ont cédé la place à des querelles de personnes. Un courant, c'était une écurie et un candidat potentiel. Le débat d'idées s'est donc déplacé vers ces clubs politiques, comme pour se substituer au parti. Mais le PS dans tout ça? Face à ces nouveaux courants, ne risque-t-il pas de devenir inaudible? Non, ce n'est pas les clubs qui affaiblissent la voix du PS, c'est le PS qui doit avoir une voix forte et arbitrer politiquement des choses et annoncer des choses et montrer aussi sa part d'anticipation, de singularité par rapport au gouvernement. Arlène Désir, premier secrétaire récemment élu, devra donc faire entendre sa voix pour éviter que le parti ne perde pied dans les courants. Voilà, et ce sera la rencontre ou le match de ce soir dans le 19h, la gauche forte contre la droite forte. Bonjour à tous les deux. Patricia Schillinger, vous êtes sénatrice socialiste du Haut-Rhin, donc à l'origine de cette gauche forte. Et puis Geoffroy Didier est avec nous, on vous connaît maintenant avec votre droite forte. Vous êtes secrétaire national de l'UMP. Alors, Patricia Schillinger, votre objectif premier, c'est quoi? C'est de défendre le gouvernement contre les assauts de la droite forte? Tout à fait, vous avez bien résumé. Donc, le PS ne peut pas se défendre tout seul? Mais si, il peut se défendre tout seul. Mais, ils sont trop forts? Non, c'est pas... nous, on combat vraiment la droite et l'extrême droite. Donc, c'est ça. Donc, on a créé avec Yann Gallu un club, un pôle opérationnel qui va réagir très fortement sur les positionnements. Aujourd'hui, par exemple, sur quel thème est-ce que vous avez envie de riposter? Alors, je vais demander à Geoffroy Didier sur quel thème il a envie d'attaquer. D'abord, bienvenue à la gauche forte. J'y vois peut-être un hommage du vice à la vertu qu'est la droite forte. Bon, on avait déjà la gauche populaire de François Calfon, on avait la gauche Avenir, on a un monde d'avance, comme si on pouvait être dans un monde de retard. Il y a la gauche durable, maintenant, bienvenue à la gauche forte, parce que je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait de part et d'autre des fers de lance qui soient là pour confronter des points de vue, confronter des idées. Alors c'est vrai qu'il y a une différence quand même entre la gauche forte et la droite forte. C'est d'abord que vous êtes un club, c'est comme ça que vous le dites, de parlementaires. Nous sommes plutôt un mouvement spontané de militants qui en plus a eu le temps, puisque nous avons été créés avant vous, de se confronter au suffrage des adhérents de l'UMP et qui est arrivé largement en tête. Et puis c'est vrai que nous avons aussi eu le temps de faire des propositions, ce que vous n'avez pas encore eu le temps de faire, mais justement ce genre de débat peut permettre d'y contribuer. C'est vraiment, nous soutenons fortement donc François Hollande, plus le gouvernement, et puis naturellement le Parti Socialiste, Arlène Désir, nous voulons... Ce n'est effectivement pas le cas de la droite forte, je oui, vous rassure. Non, parce que quand on dit la gauche forte, on se dit ce sont des gens qui peut-être sont insatisfaits de la ligne suivie par François Hollande, pas assez à gauche, non. Pas du tout. Le positionnement vous semble le bon? Le bon positionnement, naturellement. Nous allons riposter régulièrement lorsque la droite s'exprimera trop vers l'extrême droite et nous serons là pour dire non, nous ne voulons pas de ça. Mais est-ce que vous serez également force de proposition? Tout à fait, il y aura des rendez-vous naturellement sur la justice, le progrès au niveau des collectivités territoriales. Nous aurons 3 rendez-vous cette année, des colloques. Nous proposerons vraiment le débat entre militants, non militants, des élus. Ce sera ouvert vraiment à beaucoup de personnes. Est-ce que vous estimez, comme le dit Matignon d'ailleurs aujourd'hui même, que les tons ont un peu changé pour l'exécutif en raison notamment de la décision du chef de l'État de mener cette guerre au terrorisme au Mali? Oui, tout à fait, je suis d'accord. Il faut nous, on est là pour vraiment soutenir le gouvernement. C'est-à-dire, c'est vraiment pas un courant, il faut que je le dise. C'est vraiment, chaque fois quand il y aura les faits, on ripostera. Chaque fois que des ponts seront jetés vers l'extrême droite, nous serons là pour répondre. Alors, sur ce point, sur les accointances que l'on vous reproche avec certaines idées extrêmes, Geoffroy Didier, qu'est-ce que vous répondez? Puisque là, voilà ce que vous reproche, c'est clair, la gauche forte. Justement, je ne comprends pas en fait ce procès d'intention. On reproche au Front National d'avoir trop d'adhérents et trop de personnes qui votent pour elle. Moi, ce que je vous dis à la gauche forte et ce que je dis à nos concitoyens et à ceux qui nous écoutent, c'est que justement toute la mission, et voire même tout l'honneur d'un responsable public, c'est d'aller parler à ces gens qui se sont égarés et qui sont allés voter Front National. Ceux-là, il faudrait les oublier. Il faudrait ne pas parler d'immigration, il ne faudrait pas parler de sécurité, il ne faudrait pas parler de protection, il ne faudrait pas parler d'une Europe qui protège davantage puisqu'elle n'expose. Eh bien, je vais vous dire, effectivement, le rôle de la droite forte, c'est certes de s'opposer aux inepties et à l'amateurisme qui existe aujourd'hui au sommet de l'État, c'est de faire des propositions, et nous sommes un fer de lance
Dans l'opposition, nous avons émis, par exemple, pendant la campagne des mouvements au sein de l'UMP, plus de 75 propositions sur tous les thèmes. Et puis, c'est aussi une question de message politique. Celui qui consiste à dire, nous sommes des patriotes, nous sommes pour le respect des règles et des valeurs, et nous sommes pour la valeur, travail et mérite. Ce sont des valeurs républicaines, et trop souvent nous avons laissé au Front National le monopole de certaines valeurs qui sont en fait républicaines et dont on pensait aujourd'hui qu'il n'y avait plus que le Front National qui en parlait. Donc nous, ceux-là, nous allons aller leur parler parce qu'il n'y a pas de sous-électeurs en fait. Il attaque à nouveau sur l'amateurisme. Chaque fois que la gauche était au pouvoir, nous avons fait des progrès. Donc vous ne pouvez pas dire qu'on est des amateurs, nous avons vraiment progressé. Vous étiez 10 ans au pouvoir et 10 ans, vous étiez toujours dans l'opposition. Opposition à la gauche et vous continuez à être en opposition. Donc nous proposons... Ça, effectivement, là-dessus nous sommes constants. Oui. Ouais. Ça c'est vrai, vous êtes constants. Donc nous proposons et nous allons continuer à aller dans la modernité, à avoir des nouvelles idées parce que il y a une attente envers la jeunesse, envers les aînés. On est là à continuer. Donc non, c'est pas de l'amateurisme, pas du tout. Et alors sur les électeurs du Front National, vous ne les oubliez pas, vous non plus. Non, nous ne vous vous adressez aussi à eux. Tout à fait. Qu'est-ce que vous leur dites concrètement? Quel message que vous souhaitez leur adresser? Nous ne soutenons pas naturellement ce que vous avez toujours fait, dénigrer les étrangers, dénigrer... voilà, c'est... Trouvez-moi une phrase, un verbatim de la droite forte qui dénigre les étrangers. Non, parce que vous savez, Madame Schillinger, c'est quand même grave de dire des choses pareilles. C'est-à-dire que c'est une accusation que de dire effectivement qu'on dénigre les étrangers. Mais moi, je voudrais qu'on soit précis, parce que les téléspectateurs méritent la précision. Dans quoi concrètement dénigrons-nous les étrangers? Donc vous avez toujours mis des lois qui pointé, vous stigmatisez l'étranger. Ce sont des mots, Madame Schillinger. Oui, ce sont des mots, mais dans le... Les actes, c'est celui de la maîtrise des flux migratoires. Oui, parce que le problème du Parti Socialiste, le problème de la gauche, qu'elle soit forte ou faible, c'est celle qui consiste à avoir une générosité en trompe-l'œil, à accepter tout le monde et à ne pas pouvoir loger décemment les étrangers et à ne pas pouvoir leur donner du travail. Moi, je vais vous dire, lorsque vous respectez vraiment un étranger, eh bien, vous le faites venir uniquement si vous pouvez l'accueillir dignement. C'est ça la responsabilité. Que pensez-vous tous les deux de la volonté exprimée aujourd'hui par le Premier ministre de relancer le droit de vote des étrangers aux élections locales? Voilà, un sujet qui nous ramène aux étrangers. Le Premier ministre veut s'adresser à tous les groupes parlementaires, y compris de l'opposition, car il faut une majorité des 3/5. Alors, qu'en pensez-vous, monsieur? Est-ce que vous êtes prêt à écouter les arguments? Rouge du mariage homosexuel avec un projet de loi mal ficelé, brouillon, qui d'ailleurs est utilisé par le gouvernement comme un outil politique qui est en train de lui revenir en boomerang. En voici un deuxième chiffon rouge, celui du droit de vote des étrangers. Effectivement, je pense que la société française n'est absolument pas prête aujourd'hui au droit de vote des étrangers, qui alimenterait le communautarisme. Et j'aimerais voir comment concrètement, en plus du fait qu'il n'y aura pas les 3/5, je pense que là, on est dans le discours, on est dans l'incantation, on est dans la volonté politique du gouvernement de Jean-Marc Ayrault d'agiter un autre chiffon rouge pour éviter de tomber dans le piège dans lequel il est en train de tomber sur le mariage homosexuel. Propice à la riposte pour alors, vous. La riposte, oui, tout à fait, parce que lorsque je me rappelle bien, pendant la campagne de Nicolas Sarkozy, lui aussi, il avait souhaité le droit de vote des étrangers. C'était en 2006, à titre personnel, sous condition de réciprocité, et il a changé d'avis car la société française n'est pas prête. Vous avez promis, et ben nous, on passe à l'acte. François Hollande l'avait dans son programme et nous le soutenons fortement. Nous ne pouvons pas, lorsqu'on veut l'intégration complète de nos étrangers, il faut leur donner la possibilité de pouvoir justement pouvoir voter. Vous êtes totalement pro-Hollande, pro-Jean-Marc Ayrault. Donc en fait, vous êtes... Non mais donc à quoi sert la gauche forte? Est-ce que vous êtes un aiguillon? Est-ce que vous êtes un poil à gratter? Ou est-ce que vous êtes un petit pois? À vous répondre. Voilà, c'est d'ailleurs non, certainement pas un petit pois. Mais le problème, je vais vous dire, le problème, c'est que vous êtes dans la majorité. Donc il ne faut pas uniquement répondre à la droite forte, il faut agir. Concrètement, il faut des résultats. C'est ça que nous attendons de vous. C'est le premier de vos échanges sur ce plateau, à tous les deux, la droite forte et la gauche forte. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal sur Public Sénat. Je vous retrouve à 22h45 pour Preuve par 3. Donc notre invité Jean-Luc Mélenchon à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale de Cadoc. Bonsoir et à demain. En quelques années, Bordeaux a redécouvert le tramway et la Garonne. C'est un lieu chargé d'histoire, les quais de Bordeaux. Ce miroir d'eau commence à avoir la célébrité aussi. C'est le signe qu'on a aussi fait une croix
sur une partie de notre passé. Quel est l'impact de ces grands travaux sur les habitants et l'économie? Réponse dans ce nouveau numéro de Attention Grands Travaux, jeudi à 22h30 sur Public Sénat.